Module 5. Comment accompagner les personnes avec un syndrome de Prader-Willi. Il est difficile, après ce survol rapide, forcément insuffisamment approfondi, de prétendre donner des règles, des conseils. Tout d'abord, comme on l'a dit, chaque personne est différente, chaque situation, chaque trajectoire est différente. Et donc il est essentiel d'adapter l'accompagnement à chacune de ces personnes. Mais à travers les collaborations avec les chercheurs, à travers les échanges avec les femmes et les hommes de terrain, confrontés à ces situations complexes d'accompagnement, nous pouvons juste essayer de proposer un certain nombre de repères pour aider à la construction de ces parcours et à l'accompagnement de ces personnes. Alors dans cette dernière partie, on parlera de la construction du projet de vie ou du parcours de vie et de l'accompagnement institutionnel. C'est certain que le monde médico-social est appelé à évoluer, il a déjà beaucoup évolué, et il y a un certain nombre de choses qui sont possibles et d'autres qui ne le sont pas, pour des bonnes ou de mauvaises raisons. Il est important d'identifier ces blocages qui empêchent de mettre en place les accompagnements qui seraient souhaitables, mais qui ne peuvent l'être compte tenu d'aspects réglementaires par exemple, point sur lequel il faudrait travailler, mais cela demanderait des développements beaucoup plus longs et des discussions plus complexes. Il y a quelque chose de très déroutant avec le syndrome de Prader-Willi. Avec leur capacité intellectuelle en général, on a l'impression que l'on pourrait faire mieux. Ils ont des compétences, mais on ne sait pas très bien comment les mobiliser. Ils ont, on l'a dit dans d'autres modules, des îlots de compétences. Ils ont des différences intellectuelles plutôt que des déficiences. Il existe des possibilités de remédiation cognitive et ils peuvent progresser à tout âge si on met en place des méthodes et des accompagnements adaptés. Mais il faut aussi accepter de prendre des risques et de gérer les échecs éventuels en adaptant l'environnement au sens large du terme. Cette phrase « avoir confiance en eux leur donne confiance », je l'aime bien, et l'expérience en montre la vérité. Ça fait partie des risques qu'il faut savoir prendre. Mais il faut aussi fixer des objectifs réalistes, atteignables, ne pas les mettre en situation d'échec, mais ne pas sous-estimer leurs capacités. J'ai mis à la fin un lien vers un site québécois qui donne un certain nombre d'indications intéressantes et de conseils intéressants sur la mobilisation de ces capacités. Ce qui est certain, c'est que ces personnes ont une réelle compétence pour mettre en difficulté les établissements si en particulier il existe des failles de communication au sein de la structure et s'il n'y a pas de confiance entre les familles et les institutions. Donc, si l'on veut bien accompagner ces personnes, il faut d'abord les écouter et les respecter. Et ça n'est pas facile parce que justement, ils ont des problèmes de communication, ils ont du mal à exprimer leurs désirs, leur bien-être, leur mal-être. Et c'est d'autant plus important que depuis qu'ils sont petits, ils sont plus souvent objets de discours que porteurs eux-mêmes de leurs paroles. Il faut aussi adapter nos comportements dans un cadre rassurant et contenant. Ils sont très anxieux, angoissés en permanence, et donc ce cadre contenant les rassure et les apaise. Cohérence dans l'accompagnement, c'est l'un des points essentiels. Lorsque les comportements autour de nous nous semblent cohérents, l'environnement est beaucoup moins inquiétant. Instaurer un dialogue entre tous les acteurs et avec la personne, c'est vraiment la responsabilité de tous pour accompagner ces personnes, et là, ça passe effectivement par des échanges assez fréquents pour détecter toutes les situations qui peuvent ensuite conduire à des ruptures de parcours. Enfin, je terminerai par le problème des espaces d'intimité, qui peuvent être des lieux où la personne va pouvoir s'exprimer de façon relativement libre, avec un psychologue, un psychiatre ou n'importe quelle personne de l'établissement
on est souvent étonné de voir que des choses se disent là où on ne s'attendait pas à ce qu'elles apparaissent. J'en viens maintenant à un point essentiel qui soulève bien des débats. C'est le problème du cadre, des espaces de liberté, des autonomies, au pluriel. Il y a conflit entre protection, encadrement nécessaire et souhait d'autonomisation. C'est cette fameuse injonction paradoxale. Ce qui est clair, c'est que poser un cadre ouvre des espaces de liberté. C'est cette phrase que l'on entend chez la plupart des adultes qui vont à l'hôpital marin de Hendaye. Qu'est-ce qu'on est libre à Hendaye? On est libre dans notre tête en particulier, parce qu'il n'y a pas d'inquiétude ou d'angoisse, d'anxiété par rapport à la nourriture, car il n'y a pas d'accès à la nourriture. Mais ce cadre, il faut sans arrêt le rappeler et l'expliciter, car il n'est jamais complètement acquis. Il est mis à mal par les émotions et les angoisses. Il est indispensable dans certains domaines, dans le domaine de l'alimentation en particulier, et cela à vie. Mais ce cadre n'exclut pas une souplesse nécessaire et la prise de risque pour permettre une évolution de la personne. C'est un cadre qui contient, mais qui n'enferme pas. C'est un cadre qui libère. Que faire quand il y a transgression des règles? En fait, par son comportement, la personne s'exclut de fait du groupe. Quel est donc le sens de cet acte? Qu'est-ce qu'il implique? Par cet acte, la personne veut nous dire quelque chose, mais cet acte induit une rupture du contrat et du lien de confiance. C'est aussi une manifestation de toute puissance, cohérente avec le développement psycho-affectif immature, mis à mal par les émotions et les angoisses. Alors il faut rappeler la loi, la règle, le cadre tout d'abord. Et puis poser un acte qui ne sera pas une punition, mais qui sera une réparation, une mise à distance par exemple permettant de reconstruire une relation acceptable pour tous, de restaurer le lien, de permettre la vie en commun. Car tout ce qui sera vécu comme une exclusion, un rejet, ne fera qu'envenimer les choses. Alors poser cet acte n'est pas simple. Par exemple, on a besoin, toi et moi, de nous donner un peu de temps pour repenser notre fonctionnement, notre relation. Pas mal d'établissements ont cette pratique et cela semble être une bonne démarche. Mais dans tous les cas, il est essentiel que la décision prise soit une décision collégiale et qui soit expliquée, et elle n'est non négociable. Il est quand même très étonnant de voir que les données essentielles relatives à la personne sont rarement disponibles dans les établissements médico-sociaux. Quelle est son histoire personnelle, quelle est son histoire familiale avant son arrivée dans l'établissement. De même que les évaluations fonctionnelles qui permettent d'identifier leurs compétences et les obstacles à la mobilisation de ces compétences en situation de vie réelle. Ce qui veut dire que l'on ne connaît pas les capacités de la personne à utiliser ses compétences. Or, tous ces éléments sont nécessaires pour construire avec elle son parcours de vie et mettre en place les supports et les accompagnements pour y parvenir. Pour conclure, construire un parcours de vie, anticiper les transitions, c'est très important de penser parcours, trajectoire dans une vision dynamique. Un parcours, comme pour chacun d'entre nous, comporte plusieurs phases, avec des transitions, avec des changements d'orientation, des changements de vie. Je crois que cette vision dynamique est essentielle. Prendre en compte, bien sûr, les attentes de la personne et de sa famille, et écouter. Ce qui ne se fera pas avec la famille et la personne sera fait contre elle et ne marchera pas. Avoir une vision globale, multidimensionnelle, personne, famille, environnement. Co-construire et articuler entre les acteurs des différents champs, ados, adultes, éducation nationale, IME, etc. Identifier les éléments qui ont influé sur la situation actuelle, connaître l'histoire, les parcours.
identifier ce qui aurait pu permettre de fluidifier et d'améliorer le parcours. Prétendre conclure sur un sujet aussi vaste serait prétentieux, donc d'une façon plus modeste, on a voulu ici mettre quelques repères essentiels, quelques messages que l'on a envie de faire passer. Le premier, c'est d'accompagner la personne pour qu'elle puisse choisir la vie qui lui convient. C'est très ambitieux, car c'est vrai qu'en général, ce n'est pas vraiment elle qui choisit. Donc l'objectif, c'est de rendre la personne actrice, développer sa liberté de choisir son parcours. Cela demande, on l'a déjà dit, d'écouter ses désirs, ses envies, ses projets, et ils en ont des désirs et des projets, mais très souvent, s'ils savent mieux nous dire ce dont ils ne veulent pas, il leur est beaucoup plus difficile d'imaginer et de verbaliser ce qu'ils veulent. Donc il faut favoriser la conscience, l'analyse, la verbalisation des émotions et des événements vécus. C'est à travers cette verbalisation que l'on pourra petit à petit esquisser justement leurs désirs, leurs souhaits. Tenir le syndrome à distance et valoriser le potentiel plutôt que de souligner les incapacités. C'est vrai que c'est une maladie qui a un fond dû à la génétique qu'il ne faut pas nier, mais on sait que ces personnes sont capables de développer beaucoup de capacités. C'est ça qu'il faut repérer pour mettre en place l'environnement qui leur permettra de les mobiliser, ces compétences et ces capacités. En particulier de poser un cadre qui permet d'exercer les libertés qu'ils peuvent avoir. Enfin, oser leur faire confiance, prendre des risques. On est rarement déçu finalement, par expérience, lorsqu'on leur fait confiance et que l'on prend des risques. Avec bien sûr parfois des échecs, des retours en arrière qu'il faudra intégrer, car c'est aussi comme ça que l'on apprend. Enfin, pour terminer, ce rappel éthique important pour moi, ce sont des personnes à part entière et non des personnes à part, donc essayons de ne pas les mettre à part. Alors c'est effectivement assez frustrant d'essayer de couvrir un sujet aussi vaste en aussi peu de temps. On est forcément schématique, sans nuance. L'objectif est d'apporter un certain nombre de connaissances et de les partager avec vous pour que nous puissions ensuite, dans une journée en présentiel ou en visio, approfondir et échanger autour de vos pratiques professionnelles, de situations concrètes que vous connaissez ou que vous serez amené à rencontrer. Merci de votre écoute.